Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et en ce moment je suis sur mon Survivor Tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles. Je me trouve actuellement dans les Pyrénées et aujourd'hui je vous enregistre un petit épisode qui s'appelle « Je survis aux règles, au pipi et au caca en randonnée ». Et autre conseil pour se passer de douche, c'est cadeau. Alors on va commencer par les règles. Puisque je suis une femme cisgenre, je vais peut-être me définir d'abord comme d'habitude. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. En ce moment, je suis sur ce Tour de France à pied. Je me trouve sur le GR10 dans les Pyrénées, qui est un sentier de grande randonnée. J'ai marché environ 3600 km depuis Dunkerque, puisque j'ai commencé mon Tour de France à pied dans le Nord, à la frontière belge en 2020. Et chaque été, je marche, je fais un bout de mon Tour de France à pied. Cet été, je veux marcher environ 1000 km, traverser les Pyrénées à pied d'ouest en est. Donc je suis partie de Hendaye au Pays Basque le 1er juillet 2023. Et là, je suis à peu près à la moitié du GR10, à la moitié du Survivor Tour 2023. J'arrive bientôt à Bagnères-de-Luchon en Haute-Garonne, je crois, c'est le département, donc en France, et je vais finir le 30 septembre normalement. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, célibataire, française, blanche, jeune, mince, valide et athée, et j'ai mes règles, donc je n'ai pas de contraception et j'ai un flux assez abondant et j'ai mes menstruations environ tous les 24 jours, ce qui pose évidemment énormément de problèmes en randonnée puisque gérer un flux abondant quand on randonne, c'est une plaie. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que je pense que ça peut être un frein à beaucoup de personnes qui hésitent à partir en voyage ou en randonnée, ces histoires de pipi, caca, douche, règles. Donc dans cet épisode, je vais parler de toutes mes techniques pour y faire face et de comment je me suis adaptée au fur et à mesure du temps, puisque moi naturellement, je ne suis pas du tout une meuf qui aime dormir dehors sans mon petit confort. Je viens d'une famille bourgeoise et donc j'ai jamais fait des scouts, les éclaireurs, les éclaireuses, les colonies de vacances, les campings. Quand j'étais jeune, j'ai jamais fait tout ça. Donc je ne dormais jamais dehors, en fait. Et j'ai commencé à dormir dehors en 2020, à 26 ans. Et donc j'ai dû m'adapter, moi qui tenais vachement à mes toilettes, à ma douche, à mon lit. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont plus tellement importantes. Mais pour les règles, j'avoue que c'est toujours la galère. Donc là, je vais les avoir, je pense, dans 10 jours. Et j'ai pas du tout hâte. Donc je vous ai dit, j'ai mes règles environ tous les 24 jours. Pour les personnes qui connaissent vraiment rien aux règles, je vous explique. Les personnes qui ont leurs règles, les personnes menstruées, ont des cycles très différents. Donc ça peut être de 20 jours, de 30 jours, voire plus. Ça dépend vraiment. Il y a des personnes qui ont des cycles irréguliers, donc ils ne savent pas à l'avance quand elles vont avoir leurs règles. Et moi, c'est à peu près 24 jours, mais ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins. C'est à peu près 24 jours. Donc les 2-3 premiers jours de mes règles, j'ai des règles assez abondantes. Donc on n'appelle pas ça des règles hémorragiques à ce stade, mais disons qu'il faut que je change de protection tous les 6 heures, on va dire, minimum. Voire plutôt 4 heures. Le problème, c'est que comme mes cycles sont assez courts, et assez abondant, eh bien je me vide de mon sang tous les 24 jours et je manque de fer. Je suis pas carencée en fer, mais je suis toujours limite. Et quand j'étais ado, j'ai commencé à faire des tests, des analyses sanguines pour savoir si j'étais carencée en fer. Ma mère m'a forcée à faire ça parce que je suis devenue végétarienne quand j'avais 14 ans et ma mère pensait que quand on était végétarien, on manquait de fer. Or, on sait aujourd'hui avec toutes les études scientifiques que c'est pas du tout le cas. La population omnivore est tout aussi carencée en fer que la population végane ou végétarienne. Et c'est surtout les femmes cisgenres qui ont leurs règles qui sont carencées en fer. Moi, je suis pas vraiment carencée en fer, mais comme je suis toujours limite, depuis que je suis ado, je prends des compléments alimentaires de fer. Donc, en ce moment, par exemple, je suis sur un traitement de 6 mois de fer et tous les jours, je prends un comprimé de tardiféron qui est donc
une supplémentation en fer. Et il y a des fois où je prends rien. Mais là, je suis sur un traitement de 6 mois parce qu'en fait, j'ai commencé à faire du sport de façon assez intense l'hiver, à faire de la course à pied, du trail et tout. Et je me suis rendu compte que je tombais malade tout le temps. Et je pense que c'est parce que je manquais de fer, tout simplement. Et voilà, maintenant, il y a des périodes où je mange de la viande, donc c'est vraiment rien à voir avec la viande. C'est juste mes règles qui me vident de mon fer. Et quand j'étais ado, on m'avait aussi mis sous pilule, comme beaucoup d'ados, à cause de ça, à cause du fait que j'avais des règles abondantes et que je me vidais de mon sang. Mais j'ai arrêté la pilule parce que c'est de la merde et que ça tue la libido. Quoique la libido, vous le savez, des fois, ça me fait plus de mal que de bien, n'est-ce pas? Bref, c'était pas le sujet de l'épisode. Donc moi, ce que j'utilise en randonnée pour gérer mes règles, c'est une coupe menstruelle et des culottes de règles lavables. Donc si vous savez pas ce que c'est une coupe menstruelle, en anglais on appelle ça aussi une cup, je vous conseille de taper dans votre moteur de recherche parce que là je peux pas vous montrer ma cup vu que c'est un podcast. Et le principe de la coupe menstruelle, c'est que c'est en silicone et que ça remplace le tampon, c'est-à-dire qu'on la place dans le vagin avec les doigts, c'est comme une coupe en fait, comme un verre. Et c'est mou vu que c'est du silicone et c'est réutilisable plusieurs années. Et entre chaque cycle, il faut stériliser la coupe menstruelle dans de l'eau bouillante pendant 10 à 20 minutes de mon expérience. Et moi, ma coupe menstruelle, je l'ai depuis super longtemps et elle n'est pas du tout abîmée. Du coup, je continue à l'utiliser et j'ai jamais eu d'infection ou quoi. Voilà, je la stérilise entre chaque cycle, il n'y a aucun souci. C'est très écolo du coup. Et c'est très pratique pour faire du sport, notamment pour la rando quoi. Le problème c'est que comme il faut la vider, hein, ça j'en parlais tout à l'heure. Et puis moi comme j'ai des règles abondantes, la coupe menstruelle ça suffit pas. Parce que quand elle est pleine, elle fuit. Et du coup je complète avec des culottes menstruelles. Et les culottes menstruelles, c'est comme des culottes, juste que c'est un double fond qui permet d'aspirer le sang, un peu comme si on avait une serviette hygiénique intégrée à la culotte. Et c'est très cher, mais c'est pareil, c'est plus écolo, puisqu'on peut la garder plusieurs années. Quoique les culottes menstruelles, je trouve ça beaucoup plus fragile qu'une coupe menstruelle, parce que les élastiques, partent en couille au bout d'un moment. Et puis surtout, c'est de moins en moins absorbant au fur et à mesure du temps, donc ça ne se garde pas 10 ans quoi, une culotte menstruelle. Donc c'est quand même un certain investissement. Donc sur mon Survivor Tour, mon Tour de France à pied, je prends une coupe menstruelle et 2 culottes de règles, sachant qu'en tout j'ai que 3 culottes. Donc j'ai 2 culottes de règles et une culotte normale. Et même quand j'ai pas mes règles, je mets mes culottes de règles en fait, hors règles, puisque c'est très confortable. Je les utilise aussi comme maillot de bain. Donc ma coupe menstruelle en début de règle, il faut que je la vide plusieurs fois par jour, ce qui est une vraie galère en rando. Et pareil, quand je la stérilise, il faut que je trouve un camping, une cuisine pour le faire, parce que c'est une galère. Enfin, je vais pas stériliser ma coupe menstruelle avec mon réchaud pendant 10 à 20 minutes, ça va utiliser tout mon alcool à brûler. Donc pour rappel, moi sur mon Tour de France à pied, je fais 3 jours de marche, 1 jour de pause. Et quand je suis en jour de pause, je vais au camping. Et des fois, dans les campings, il y a des cuisines. Et donc je peux faire bouillir ma coupe menstruelle, ce qui est très drôle, de faire ça devant les gens. Pour laver les culottes menstruelles, alors ça c'est une autre affaire. Moi quand je suis au camping, j'utilise des lave-linges. Du coup voilà, pas trop de problème. Mais du coup, si je suis pas au camping, en fait je mets ma culotte menstruelle plusieurs jours de suite. Donc on va dire 3-4 jours max. Donc même en dehors des règles, comme je viens de vous le dire. Et quand j'ai mes règles, c'est hardcore. Parce que même si elle a même si elle a coupe menstruelle qui aspire du sang, il y a quand même du sang donc qui s'évacue un peu sur la culotte de règles. Et ça pue la mort au bout de 4 jours. Si vous avez vos règles, vous savez l'odeur des règles quand vous n'avez pas lavé la culotte de règles le jour même, c'est atroce. Avec le mélange d'odeurs différentes, puisqu'on a aussi l'odeur du caca et du pipi au bout de 4 jours dans une culotte. Enfin bref, je vous passe les détails, mais je ne vous passe pas du tout les détails, ça pue la mort. Donc il y a aussi une technique que j'utilise pour vider ma cup hors de la forêt, c'est que souvent quand si je vais au restaurant ou au camping, je peux le faire je peux vider ma cup dans les toilettes du restaurant ou du camping. Mais ce qui est pratique, c'est s'il y a un robinet
et un lavabo dans les toilettes, c'est-à-dire dans la cabine. Parce qu'en fait, c'est mieux de rincer la cup à chaque fois qu'on la vide et qu'on la remet. Et c'est plus pratique aussi pour se laver les mains. Parce que du coup, je vais pas sortir de la cabine avec ma cup dans la main, la rincer, me rincer les mains et la remettre. C'est pas pratique. Je vais pas me balader les fesses à l'air. Du coup, c'est toute une galère de trouver des campings ou des restaurants avec des lavabos dans la cabine des toilettes. Voilà. Je vous passe aucun détail dans cet épisode. Si vraiment je ne peux pas rincer ma coupe menstruelle parce qu'il n'y avait pas de lavabo dans la cabine de toilette, ce que je fais, c'est que j'utilise la chasse d'eau. Je pense que je suis pas la seule. Je tire la chasse d'eau plusieurs fois, comme ça fait de l'eau. C'est de l'eau potable, les chasses d'eau, donc je peux rincer ma cup avec. Mais voilà, c'est vraiment pas hyper pratique. Et puis du coup, en bivouac sauvage, puisque c'est de ça dont on parle à la base dans cet épisode, je vide ma coupe menstruelle dans la forêt, en l'occurrence dans la montagne, puisqu'au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai une vue absolument incroyable, mais je ne suis pas dans la forêt, du coup je suis sur une montagne, donc dans les Pyrénées, j'ai vu sur un lac, sur un village, j'ai, je sais pas si c'est des cigales autour de moi, mais des insectes qui font du bruit. Je suis dans une sorte de champ prairie en pente. Je vais essayer de planter ma tente là, mais c'est un peu en pente, mais ça va. Je trouve un endroit relativement plat. Et je suis juste au bord du sentier de randonnée du GR 10. Normalement, j'aime mieux me cacher. Je ferai un autre épisode qui va sortir bientôt sur comment trouver un endroit où bivouaquer et ne pas avoir peur de bivouaquer. Je pense qu'il va sortir la semaine prochaine. Mais au début, je préférais me cacher. Et maintenant... quand j'ai pas le choix, comme là, je veux dire, on est en montagne, il n'y a pas d'arbres en fait, et il n'y a pas de plat, là je bivouaque juste à côté du sentier, et puis s'il y a des gens qui me font chier, il y a des gens qui me font chier. Je vais attendre un peu pour planter ma tente en revanche, puisqu'il n'est que 18h. Donc, si j'avais mes règles tout de suite, en fait je devrais vider ma coupe menstruelle ici, sachant que le sang menstruel est super bon pour les plantes, ce n'est pas une blague. Et donc après, quand j'ai vidé ma coupe menstruelle et que je la remets dans mon vagin, j'ai du sang absolument plein les mains. Peut-être que vous avez vu mes stories ou mes vidéos où j'en parle sur les réseaux sociaux. Et je m'essuie avec mon papier toilette. Alors, le papier toilette, c'est toute une affaire, puisque comme vous le savez, dans les supermarchés en général, on vend du papier toilette par par paquet de 6 rouleaux, ce qui nous intéresse absolument pas en randonnée, en tout cas quand on est seul. Et donc moi ce que je fais, c'est il y a certes des épiceries qui vendent à la marge un seul rouleau de temps en temps, mais moi ce que j'adore acheter, c'est le PQ humide, le papier toilette humide. Je sais pas si vous voyez, ça se vend au même rayon que le papier toilette normal, et c'est des petits paquets comme de lingettes en fait, et il y a 40 feuilles de PQ humide dedans, et c'est trop agréable parce que ça permet à la fois de laver un peu la zone, de me laver un peu les mains, et puis une fois que j'ai utilisé ce PQ, en fait je peux le mettre dans ma poubelle portable, puisque je ne jette, même si c'est du PQ humide ou même si du PQ normal, on pourrait se dire que c'est biodégradable dans la nature, dans la forêt, mais non, c'est vraiment pas génial de laisser ces détritus, et puis quand on arrive sur un lieu de bivouac et qu'on voit plein de PQ, ça donne pas trop envie. Donc moi ce que je fais, c'est que je garde mon PQ avec moi, et même je trie mes déchets, donc j'ai une poubelle emballage et une poubelle PQ, et quand je croise une ville, un conteneur, je jette ce qu'il y a dans mes poubelles portables, et je garde le sachet en plastique pour la prochaine poubelle. Voilà, mais après quand je suis dans la montagne, c'est un peu galère parce que des fois je passe 4 jours sans voir un seul conteneur. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc une fois que j'ai fait cette manipulation, avant et après avoir fait cette manipulation de ma coupe menstruelle, je me désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique, puisque j'ai toujours du gel hydroalcoolique sur moi. Et waouh. Et voilà. Mais du coup c'est pas top parce que j'ai souvent du sang plein les mains, et si j'utilise tout mon PQ pour m'essuyer les mains, j'ai plus de PQ. Du coup quand je dois l'économiser, j'utilise l'eau de ma gourde pour me laver les mains. Enfin, c'est vraiment une galère.
Et puis le dernier élément que je voulais partager au sujet de mes règles, c'est que vous le savez sans doute, j'ai souffert pendant 5 ans d'une vestibulodynie qui est une douleur chronique à la vulve, et donc avant ça je mettais ma coupe menstruelle tout le temps, même le reste de l'année, mais avec la vestibulodynie j'ai vraiment arrêté de mettre ma coupe menstruelle parce qu'en fait ça me faisait trop mal, la manipulation, le fait d'insérer la coupe menstruelle et de l'enlever, et surtout la zone qui me fait mal, c'est le vestibule, c'est une zone à l'entrée du vagin, donc c'était vraiment là où ça me faisait mal. Et donc j'ai perdu l'habitude de mettre ma coupe menstruelle, je la mets que en Survivor Tour, en voyage à pied, et du coup là c'est un peu dur parce que quand je dois me réhabituer à la mettre, même si je souffre beaucoup moins de vestibulodynie, vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode de mon autre podcast Marie sans filtre qui s'appelle J'éradique ma vestibulodynie, puisque j'ai trouvé un moyen de m'en débarrasser. En fait j'ai toujours des petites douleurs de temps en temps, et notamment quand je mets ma coupe menstruelle en ayant perdu l'habitude de la mettre. Du coup au début du mois de juillet, quand j'ai dû la remettre, ça faisait mal, mais voilà, maintenant ça va mieux, puisque finalement la vestibulodynie, c'est ce que j'explique dans l'épisode de mon podcast Marie sans filtre à ce sujet, c'est juste une question d'habitude. Donc voilà. Donc quand on a des douleurs, c'est vrai qu'une coupe menstruelle ça peut être difficile. Voilà pour la partie sur les règles. Maintenant on va passer à la partie sur le pipi. Alors déjà moi je me demande, et d'ailleurs j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez si vous êtes spécialiste du sujet, mais en fait quand je bivouaque par exemple dans la forêt, je vais planter ma tente à un endroit et je vais pisser tout autour de ma tente. C'est pas une volonté extrêmement sophistiquée, réfléchie, mais je me dis c'est peut-être mieux effectivement de pisser autour de ma tente, parce que les potentiels animaux qui vivent dans la forêt pourraient être attirés, je ne sais pas, par la nourriture que j'ai dans ma tente, je ne sais pas. Et donc je n'ai jamais eu de problème avec les animaux, sauf une fois où je n'avais justement pas fait pipi autour de ma tente parce que j'étais pas dans la forêt, j'étais à un bivouac avec d'autres gens, donc je n'avais pas pissé devant les gens. Et là, il y a un renard, enfin je pense que c'est un renard, c'était il y a 1 mois je pense, et je pense qu'il y a un renard qui a essayé de me piquer ma bouffe. Enfin, en tout cas, je me suis levée au milieu de la nuit parce qu'il y avait un animal qui déchiquetait mon sachet de bouffe que j'avais laissé bien sûr en dehors de ma tente, ce qui n'est pas une idée brillante. Et du coup, j'ai dû récupérer le sachet déchiqueté. Le pauvre animal n'avait juste mangé du plastique. Je sais pas quel animal c'était. Je pense que c'était un renard. Parce que j'en ai parlé à des gens, ils m'ont dit que ça ressemblait à ça. Enfin, cette conduite. Et du coup, maintenant, je mets bien sûr ma bouffe à l'intérieur de ma tente, mais ça n'empêche pas qu'il y a des animaux qui peuvent en avoir rien à foutre, qui est une tente, et avoir quand même envie d'aller dedans. Du coup, je me demande si le fait que je fasse pipi autour de ma tente dans la forêt, ça a fait un effet où les animaux ne s'approchent pas de ma tente. Mais je suis pas sûre. Voilà, si vous avez une idée, si ça marche, si c'est juste dans ma tête. Pour le pipi, alors... sinon, ce que je voulais dire d'autre, c'est que le soir, au bout de mon bivouac, il n'y a pas d'enjeu particulier à faire pipi. Je fais pipi, je vais pas creuser un trou pour faire pipi, je fais pipi, et puis je m'essuie avec mon PQ ou mon PQ humide, enfin voilà, la même histoire. Et par contre, la journée, en fait, quand je randonne, faut savoir que là je suis sur le GR10, donc le sentier qui traverse les Pyrénées, et il y a énormément de monde, soit des gens qui font le GR10, soit des gens qui font des parties du GR10, soit des gens qui font des randonnées à la journée et qui passent par le GR10, et donc c'est très difficile de trouver un endroit où faire pipi, ou être sûr que personne n'arrive au moment où j'ai les fesses à l'air, puisque en général les personnes qui ont des vulves s'accroupissent pour faire pipi, je vous apprends rien, et les personnes qui ont des pénis restent debout sur le sentier pour faire pipi. Donc quand tu restes debout, tu peux te cacher les fesses, t'as juste à sortir ta bite et voilà. Mais quand on a une vulve, il y a quand même un enjeu de enlever la culotte, enlever le pantalon, et donc moi que les gens voient ma vulve, je m'en fous, c'est que en fait il y a mon dos, derrière mon dos, je ne vois pas qui arrive, et donc les gens voient mon cul, mes fesses en fait. Et donc, quand on est dans la forêt, on peut trouver un arbre et s'accroupir derrière un arbre pour faire pipi. Mais comme je vous le dis, je suis en montagne, et donc il y a plein de zones où il y a juste pas d'arbres. Et donc l'enjeu, c'est trouver un endroit où faire pipi sans que les gens me voient. Surtout que moi, j'essaye que les gens me voient pas. Et j'ai eu beaucoup d'expérience, puisque ça fait des années donc que je fais pipi dans la nature, sachant que ce qui est assez drôle, c'est que quand j'étais petite,
Donc, comme je vous dis, je viens d'une famille bourgeoise où on partait en vacances dans des maisons. Donc, il y avait des toilettes partout. Et au bout d'un moment, j'ai quand même dû commencer à faire pipi dehors parce que mes parents, par exemple, on faisait des randonnées et au bout d'un moment, j'avais envie de faire pipi. Et ça, c'était toute une affaire. Mes parents, ils m'en parlent encore. C'est qu'en gros, j'avais un blocage. Je voulais faire pipi que aux toilettes. Et donc, je ne voulais jamais faire pipi dans la forêt, sauf que des fois j'avais tellement envie, du coup il y avait toute une affaire où il fallait qu'on me porte, tu sais, comme les bébés, enfin les petits enfants, tu sais, pour qu'elles fassent pipi, les filles, tu les portes, tu portes son dos et puis tu portes ses jambes, comme ça elle a plus qu'à faire pipi. Enfin je sais pas, il y a une technique, tu sais, les parents qui portent leurs enfants pour qu'ils fassent pipi dans la nature, il y a toute une technique. Et du coup moi encore à 10 ans il fallait que mon père me fasse ça, tu vois. Enfin j'arrivais vraiment pas à faire toute seule, enfin j'avais vraiment un blocage et j'avais envie de pisser, j'arrêtais pas de me plaindre et tout, et puis mes parents ils arrêtaient pas de me dire vas-y va pisser, j'étais en mode non. Et même si j'étais complètement cachée, j'arrivais pas quoi, parce que j'étais trop une citadine en fait. Et donc bon, après les années ont passé et j'ai commencé à randonner et j'ai tout déconstruit. Et surtout maintenant, je préfère pisser dans la nature que pisser dans des toilettes finalement. J'adore ça et j'ai chopé des bonnes cuisses puisqu'à force de s'accroupir, ça muscle les cuisses. Mais enfin bon, du coup j'ai commencé à prendre un peu trop la confiance à l'inverse. Et donc combien de fois je me suis retrouvée à pisser en plein milieu du sentier sans même m'écarter du sentier, hein, juste en plein milieu du sentier parce que je ne voyais personne devant, je voyais personne derrière et je me disais que c'était ok. Et pile au moment où je commençais à pisser, où je finissais de pisser, bien sûr, il y avait quelqu'un qui arrivait. Ça m'est arrivé il y a pas plus tard qu'il y a 6 mois, je crois. J'étais en entraînement et c'était en hiver en plus. Et là, vraiment, il y a des gens qui m'ont vraiment bien vu. Putain, on dirait que j'ai une tique, wesh. C'est quoi ça? Non, c'est pas du tout une tique. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pris trop la confiance et maintenant j'essaie de revenir à l'état passé où je trouve une cachette parce que j'ai pas du tout envie que les gens voient mes fesses et surtout j'ai pas envie que les gens me prennent pour une exhibitionniste parce que moi par exemple je déteste les mecs cis qui pissent n'importe où et qui me montrent leur sexe sans le vouloir. Ça m'est arrivé en fait il y a 3 ans en 2020 j'ai rencontré 2 mecs exhibitionnistes. Donc il y en avait un, il était dans sa voiture et il se masturbait en me regardant pendant que je marchais. Et donc là, c'est de l'exhibitionnisme de base. Mais il y en a un autre que j'ai rencontré genre 1 mois après. Et c'était trop bizarre parce qu'en fait, il pissait sur le chemin en me regardant et en tenant sa bite, mais il pissait, tu vois. Et du coup, j'aurais toujours le doute de me dire, est-ce que c'est de l'exhibitionnisme ou est-ce que c'est juste que j'étais là au mauvais endroit, au mauvais moment quand le mec faisait juste pipi. N'empêche que, tu vois, je me dis pourquoi le gars me regardait, pourquoi quand il m'a vu, il s'est pas retourné, pourquoi il m'a pissé dessus littéralement. Enfin, tu vois, genre il me pissait à 1 mètre de moi. Enfin, c'était horrible. Donc moi, j'ai mis ça dans la catégorie exhibitionnisme. Je sais pas ce que vous en pensez, ça vous est déjà arrivé parce que on parle souvent des exhibitionnistes en se disant c'est des mecs qui se masturbent, mais est-ce que ça peut être des gars aussi juste qui montrent leur sexe ou qui pissent devant les gens et qui en ont rien à foutre, ou au contraire que ça fait plaisir de montrer leur sexe et de pisser devant les gens. Enfin bref, j'ai pas envie d'être comme ça. Donc voilà, maintenant j'essaie de trouver des cachettes, mais c'est toute une affaire parce qu'en plus j'ai tout le temps la flemme de pisser parce que je suis avec mon sac à dos et ma banane. Donc il faut que j'enlève mon sac banane, mon sac à dos, mes bâtons de marche, que je sorte mon PQ, que je sorte ma poubelle portable et que je trouve un endroit où pisser. Donc tu vois, quand j'ai envie, surtout qu'il y a des moments, notamment quand j'ai ma coupe menstruelle par exemple, quand j'ai mes règles, en gros, ma coupe menstruelle dans mon vagin, elle appuie contre ma vessie. Donc ma vessie, elle est, du coup, comme elle appuie contre ma vessie, du coup ça me donne plus envie de faire pipi tout le temps. Donc il y a des moments quand je marche, je te jure, notamment s'il fait pas chaud, s'il fait assez froid, enfin s'il fait pas trop chaud, si je suis pas trop, en fait des fois je pisse toutes les heures, tu vois. Et toutes les heures, je suis obligée d'enlever mes sacs, voire toutes les demi-heures. Enfin, c'est trop chiant, c'est trop chiant. J'ai tout le temps la flemme. Et notamment quand il pleut, j'ai une flemme. Et quand il pleut des cordes, là, c'est l'enfer. Parce que il faut que j'enlève mon poncho, mon sac banane, mon sac à dos, le PQ, la poubelle, les bâtons de marche. Et que je pisse dans une cachette alors qu'il pleut. Et donc après, la pluie aura le temps de mouiller toutes mes affaires et je vais devoir les remettre. Donc, combien de fois je me suis pissée à moitié dessus parce que j'ai abandonné l'idée d'enlever mes affaires et j'ai juste baissé mon froc et essayé de pisser.
Enfin voilà, c'est un enfer. Et bien sûr, quand il fait chaud, à l'inverse, quand c'est plus pratique, bah en fait, je n'ai pas envie de pisser. Là, je pense que ça fait plus de 3 heures que j'ai pas pissé. Parce que j'ai fait que suer, en fait. Donc je pense que la prochaine rando, je vais vraiment emmener mon pisse debout. Alors mon pisse debout, je sais pas si vous savez ce que c'est un pisse debout, c'est un instrument qui est utilisé par les personnes qui ont des vulves pour pisser debout. Et je suis vraiment mitigée par rapport à cet outil parce que j'en ai acheté un il y a des années et je ne l'ai jamais utilisé, même en exercice. Je sais qu'il faut que je m'exerce avec, donc que je l'utilise chez moi aux toilettes. Donc c'est juste une sorte d'entonnoir qu'on met sur la vulve et quand on pisse, ça tombe comme si on avait une bite, tu vois. Et en fait, je n'arrive pas, j'ai un blocage. Et surtout, je me dis, parce qu'une fois, j'ai essayé d'utiliser au triathlon. J'ai fait le triathlon de Deauville en 2022. Et en fait, je l'avais emporté avec moi. Il y avait une énorme queue pour aller aux toilettes normales. Et il n'y avait pas de queue pour aller aux urinoirs. Et je me suis dit, bah c'est exactement le genre de situation où le pisse debout est trop utile parce que je vais aux urinoirs, tu vois. Sauf que comme je m'étais jamais entraînée avec, je vais aux urinoirs, je mets mon pisse debout, et là, impossible de pisser, alors que j'avais grave envie, tu vois. Et surtout, tout le monde me regardait. En fait, moi, c'est vraiment le regard d'autrui, c'est que je me dis, utiliser le pisse debout toute seule, pourquoi pas. Mais s'il y a des gens qui arrivent, bah, tu peux te dire, bah, au moins, ils vont pas voir tes fesses. Mais ils vont se demander pourquoi une meuf est en train de pisser debout. Et donc là arrive toute une série de transphobie, de pensées transphobes intégrées, où je me dis, mais la personne va penser que je suis une femme trans, et nanani, la personne va penser que j'ai un pénis, et tu vas me dire, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de ce que les gens pensent. Mais moi, j'arrive pas, tu vois. Je pense que si quelqu'un arrivait, je dirais, ah non, mais j'ai un pisse debout. Vous inquiétez pas, j'ai pas de pénis, c'est juste que j'ai un pisse debout. Et du coup, au triathlon, j'arrêtais pas de dire ça. Ah, mais j'ai un pisse debout. Mais ça marchait pas, j'avais pas du tout envie. Enfin, j'arrivais pas à pisser. Voilà. Du coup, je pense que je vais quand même l'emmener sur ma prochaine rando. Où déjà, je vais m'exercer chez moi. Et après, je vais l'emmener en rando parce que je me dis que c'est la vie. Genre, je le sors, je pisse debout, j'ai pas besoin d'enlever mon sac. C'est la vie. Mais le problème, c'est que après il faut le laver, il faut le porter, ça fait du poids en plus. Alors, c'est toujours pareil. Voilà, maintenant on va passer au caca. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le caca, qui est un gros sujet d'ailleurs. Dans 2 jours, j'envoie une newsletter, parce que je sais pas si vous connaissez ma newsletter, ça s'appelle la lettre d'une aventurière, je l'envoie une fois par mois. Et dans chaque newsletter, j'explique un aspect de ma vie d'aventurière où je raconte une de mes aventures. Et donc, dans l'édition du 17 août 2023, ça s'appelle « Comment faire caca en rando ». Donc, je me focalise juste sur comment faire caca en rando. Voilà, si vous voulez vous inscrire et recevoir ma newsletter, c'est qu'une fois par mois et c'est assez court. Vous pouvez aller dans les notes du podcast. Normalement, j'ai mis un lien pour vous abonner. Sinon, c'est la lettre d'une aventurière.kessel.media. C'est gratuit. Donc juste pour répéter un peu ce que je dis dans la newsletter, en moins bien, parce que la newsletter est mieux, mais déjà, putain le caca c'est toute une affaire. Bon, je pense que ça vous parle. Si vous écoutez cet épisode, peut-être que ça vous parle. Il y a des personnes pour qui le caca n'est absolument pas un enjeu. C'est-à-dire que je connais des gens qui font caca plusieurs fois par jour, dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes d'endroits, et pour qui c'est absolument pas un enjeu. Au contraire, c'est même trop, tu vois. Moi, je n'ai presque jamais de ma vie, enfin, c'est très rare que je fasse caca plus d'une fois par jour, et le problème est plutôt inverse, c'est-à-dire que j'essaie de faire caca une fois par jour, mais depuis que je suis, aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours été constipée. Et quand je dis constipée, c'est que j'ai jamais eu mal au ventre. Je me suis jamais, enfin c'est très rare que je me sente vraiment en mode j'arrive pas à faire caca, il faut que je fasse caca, ça fait 5 jours, j'ai mal au ventre, pas du tout. Mais il peut m'arriver effectivement de passer des jours et des jours sans faire caca et ne pas arriver à faire caca et ne pas avoir mal au ventre. Et donc ce que je voulais dire dans cette partie caca, c'est que déjà il faudrait avoir envie de faire caca, ce qui est déjà un enjeu. Moi, je pense avec le recul féministe que j'ai été socialisée en fait comme une petite fille, comme une sage petite fille, une sage femme qui ne pète et ne rote jamais. Donc ça
explique totalement le fait que je sois constipée. En fait, j'ai pas de problème de santé. C'est juste que moi, pour faire caca, il faut tout un tas de circonstances particulières. Pour que j'ai envie, il faut que déjà, 1, je me sente seule dans l'espace où je suis. 2, que je me sente en sécurité. Et 3, que je me sente détendue. Et donc, s'il y a un de ces éléments, enfin, si tous ces éléments ne sont pas réunis, hop, j'ai pas envie de faire caca et il va falloir attendre le jour d'après pour voir si j'ai envie. Je veux dire, c'est pas genre, ah tiens, je vais essayer de réunir ces éléments pendant la journée et du coup je vais faire plus tard pendant la journée. C'est non, si j'ai raté le coche, et j'ai raté le coche en général, il faut que j'attende le matin suivant, parce que moi c'est souvent le matin que je vais faire caca. Et vraiment, pour ce que je disais tout à l'heure au sujet de j'ai été socialisée comme une petite fille qui ne pète et ne rote jamais, vraiment, je ne comprends même pas les gens qui font des randos ensemble, là, les couples, les amis, enfin tous les gens qui dorment dans la même tente, parce que moi je pète, là ça fait 1 mois que je pète tout le temps, parce que je mange de la merde, parce que je mange énormément, j'ai tout le temps faim, puis je sais pas, enfin bref, je pense que c'est normal de péter, tu vois, dans la vie de tous les jours, mais du coup je pète, et ça pue dans mon sac de couchage, ça pue dans ma tente, mais je sais que je ne dérange personne. Et je suis pas une grosse roteuse, mais il y a des gens qui vont roter. Moi, je sais que si j'avais à côté de moi quelqu'un qui rote ou qui pète tout le temps, ça me saoulerait de ouf. Et moi, si j'étais ce genre de personne, ça me saoulerait aussi pour la personne à côté. Alors qu'il y a des gens, vraiment, qui n'en ont rien à foutre. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, le problème en rando, c'est que, bon, par exemple, le point 1, se sentir seul. Si je suis dans un bivouac dans la forêt, finalement, c'est l'endroit où ça a posé le moins de problèmes. Parce que moi, je me suis habituée. Et je me sens en sécurité maintenant dans la forêt. J'en parlerai dans le prochain épisode sur comment vaincre la peur du bivouac, mais je me sens en sécurité. Souvent je suis seule. Je me sens détendue. Enfin voilà, c'est tranquille. Donc ça va. Mais quand je suis en pause au camping, par exemple, c'est un enfer. Parce qu'en fait, les toilettes du camping, si vous connaissez, c'est ouvert. Donc littéralement, tout le monde fait caca pipi à côté des uns les unes des autres et il n'y a pas de mur. Et du coup, tout le monde entend ce que fait le voisin. Et là, mais moi, je ne peux pas. Vraiment, j'ai un blocage, je ne peux pas. Même pipi, des fois, ça pose problème. Donc ma technique, c'est de mettre mes doigts dans mes oreilles, enfin de me boucher les oreilles pour pas entendre, voire de fermer les yeux, de faire semblant que je suis dans un autre endroit, mais ça marche pour faire pipi, mais pour faire caca, non, ça marche pas. Il faut vraiment que ce matin... Ce que j'ai fait par exemple, c'est que je suis arrivée, ce matin j'étais au camping, à 7h je me lève, je vais aux toilettes, là je commence à avoir envie de faire caca, et là quelqu'un arrive, et là c'était terminé, tu vois, se met à côté de moi dans la cabine d'à côté, genre plus du tout envie, donc je sors, je me dis bon, parce qu'avant je forçais, tu vois, je force sur les sphincters, faut surtout pas faire ça, pour faire caca il faut pas forcer. Donc là je sors, je fais pipi, je sors, je reviens dans ma tente, je fais ma méditation, je fais mes trucs, une demi-heure plus tard, j'ai envie de faire caca. Je retourne aux toilettes et là, merci, il y avait personne aux toilettes. Donc j'ai pu faire caca. Le temps que je fasse caca, quelqu'un est arrivé, mais tu vois, j'avais déjà fini. Bref. Parce qu'il n'y a pas que le bruit, j'ai pas envie que les gens m'entendent faire caca, mais en plus, j'ai pas envie que les gens aient l'odeur, tu vois. Donc c'est vraiment, mais ça, c'est compliqué. Et donc au camping, voilà, c'est toute une affaire. Le point 2, se sentir en sécurité. Par exemple, il y a des matins là où j'étais en bivouac sauvage, en fait, il faisait trop froid. Il faisait trop froid et quand il fait trop froid, je me sens pas en sécurité. Ça va avec le point 3, se sentir détendu. En fait, j'arrive pas. Tu vois, s'il pleut, s'il fait froid, il faut vraiment qu'il y ait les températures parfaites. Et donc le plan 3, se sentir détendu, ça marche pas si je suis pressée. Par exemple, là les jours prochains, ils annoncent des grosses chaleurs, je vais devoir me lever à 6h du matin. Si je dois me lever tôt et partir tôt et ranger ma tente tôt, je sais que je vais possiblement pas être détendue et donc jamais faire caca à 6h du matin, tu vois. Donc voilà, c'est très compliqué. Après bon, comme je vous dis, si je fais pas tous les jours, c'est pas un drame. Moi je me force, j'essaye de faire tous les jours parce que je sais d'après ce que j'ai glané comme information autour de moi que c'est la normalité et que c'est bon pour la santé, mais moi vraiment si je fais pas tous les jours, ça me pose pas de problème de santé et je me sens pas mal, j'ai pas mal au ventre. C'est juste que je culpabilise, je me dis c'est pas normal. Et notamment, si vous avez lu mon livre La Puissance, qui est le récit féministe de mon tour du globe en cargo, je raconte un épisode dedans. J'étais en Chine, j'étais en escale en Chine pendant 2 semaines. Et à un moment, j'ai passé genre bien 10 jours dans une auberge de jeunesse où il y avait des toilettes à la turque.
Donc si vous connaissez pas les toilettes à la turque, c'est les toilettes où il n'y a pas de cuvette, c'est ça? Il n'y a pas de cuvette où tu fais dans un trou. Et en Chine, il y a beaucoup ça. Et en fait, c'était en plus une auberge de jeunesse où il faisait froid, où ils n'avaient pas allumé le chauffage. Et on était en plein hiver. Et donc en fait, je n'ai pas fait caca pendant des jours et des jours parce que déjà je me sentais pas en sécurité au niveau de la température. J'étais dans un lieu où j'étais pas seule puisque tout le monde faisait pipi caca les uns à côté des autres dans des cabines pareilles. Et en plus, j'étais dans un pays que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas, sur des toilettes à la turque, non pas du tout confortables. Vraiment, j'ai passé des jours et des jours, je pense 4 jours sans réussir à faire caca. Et j'ai mangé plein de fibres. J'ai acheté plein de fruits séchés, j'ai tout essayé. J'ai fini par réussir. En plus, j'avais mes règles et j'avais ma coupe menstruelle. Enfin, c'était la totale. Vider sa coupe menstruelle dans des toilettes à la turque, c'est vraiment la pire chose au monde parce que là, tu peux même pas te rincer les mains, les doigts en tirant la chasse. C'est pas possible. Enfin, bref, c'était ignoble. Voilà, cet épisode est sans filtre comme d'habitude. Alors maintenant, la technique pour faire caca, parce que bon, l'enjeu aussi en randonnée, c'est qu'il faut ne pas polluer ou le moins possible. Donc déjà, moi, c'est pas ce que j'ai inventé, hein, c'est ce que j'ai lu. Il faut s'éloigner d'un cours d'eau parce que si je fais caca à côté d'un cours d'eau et que la nuit suivante ou les jours suivants il se pleut, bien en fait le caca va aller dans le cours d'eau et polluer le cours d'eau. Donc c'est pas utile. Et puis il faut mieux creuser un trou. Donc je m'éloigne d'un cours d'eau, je creuse un trou. Donc le mieux c'est d'avoir une pelle à caca, ce que certaines personnes ont en randonnée, mais j'avoue que je n'ai pas investi et que ça pèse encore son poids. Donc moi je creuse un trou donc le matin quand j'ai envie. Par exemple, je vous fais l'histoire, je me lève le matin, il est 8h, j'ai envie de faire caca, je creuse un trou avec mes chaussures ou mes bâtons de marche, je fais caca dedans, je m'essuie avec mon PQ de préférence humide pour laver la zone, on va dire. Je mets le PQ humide dans ma poubelle portable, je referme le trou avec mes chaussures et voilà. Et donc ça, loin d'un cours d'eau pour éviter de polluer. Voilà. Et le dernier élément que je voulais aborder dans cet épisode, c'était donc la douche. Puisque là, on a fait toutes les déjections. Alors, la douche. C'est vrai que quand je me suis lancée en bivoc sauvage, je sais pas vous si ça vous donne envie ou si ça vous donne pas envie ou si vous en faites déjà, mais en tout cas si ça vous donne envie mais que vous avez des blocages, est-ce que c'est des blocages, et ça peut être plein de blocages, mais est-ce que au niveau du confort, ce qui vous manquerait, ce serait des toilettes ou ce serait une douche? Moi la douche, j'avoue que je me voyais pas marcher et ne pas me doucher le soir. C'est un truc que les gens aiment bien faire. Dans les Pyrénées, par exemple, il y a des cours d'eau, il y a des torrents, il y a des lacs, et les gens aiment beaucoup savoir qu'ils vont bivouaquer au bord d'un cours d'eau ou d'un lac pour pouvoir se rincer dans le cours d'eau, dans le lac, voire se laver avec leur savon d'Alep. Moi, quand j'ai commencé à Dunkerque, c'était pas du tout le plan. C'est-à-dire que je savais que j'allais a priori pas me laver. Et donc ça a été assez difficile parce que bon, le caca, le pipi, ça je pense que j'étais déjà formée étant donné que j'avais fait le chemin de Compostelle. Mais une autre étape, c'était de me dire ce soir je ne vais pas me doucher et je vais me mettre en pyjama avec ma sueur. Et quand j'étais dans le nord, en Bretagne, etc. Bon, il y a des cours d'eau, mais non, c'est pas comme en montagne, quoi. Il n'y a pas de torrent avec de l'eau nickel et des lacs avec de l'eau nickel. C'est pas la même chose. Et on peut se baigner dans la mer, mais ça n'enlève pas le sel, ça en rajoute. Donc, moi je dirais, tout est une question d'apprentissage, d'habitude. Faut y aller à votre rythme. Moi, ce que je fais, c'est que je fais donc 3 jours de marche, 1 jour de pause. Aujourd'hui, au début de mon Survivor Tour, c'était pas du tout le cas, je vais en parler après. Et donc ça fait 2 nuits de bivouac, 2 nuits de camping, 2 nuits de bivouac, 2 nuits de camping. Donc ça fait que je me lave pas pendant 3 jours max. Bon, 4 jours max, parce qu'ici, il n'y a pas des campings partout. Là, par exemple, je vais encore faire 4 jours sans me laver. Et quand j'arrive au camping, au bout du 3e ou du 4e jour, je vais à la douche et je me savonne, j'ai mon gant de toilette, je frotte, et je fais ça 2 fois de suite. Donc je me savonne et je me frotte 2 fois de suite, je me rince 2 fois de suite. Et j'ai remarqué aussi que quand je suis vraiment sale, en fait, je peux me laver autant de fois que je veux. Il reste toujours de la crasse, quoi. Et des fois, ça me gratte la peau. Ça faisait surtout ça au début du Survivor Tour, quand je me lavais beaucoup moins. Et genre, je sortais de la douche et je me grattais, parce que ça me grattait. Et en fait, je voyais des petites, des petits bouts de crasse qui s'en allaient, quoi. C'est immonde. Voilà.
Et donc, bon, pour revenir au PQ humide, disons que ça me permet de me laver un peu la zone génitale. Donc après ça, je me douche tous les 3-4 jours au camping. Et c'est vrai que mon record, donc au début de mon Sea River Tour, en fait, quand je suis partie de Dunkerque en 2020, je ne voyais pas l'aspect camping. Moi, mon plan, c'était plutôt d'aller dormir chez des gens. Donc si vous me suiviez à cette époque-là, ce qui est peu probable, parce que j'avais pas beaucoup de gens qui suivaient, en fait, j'allais chez les gens et chez des abonnés notamment. Et bon, ça fait quand même du monde. Et en fait, je me lavais chez les gens. Et donc, j'allais beaucoup moins en camping. En tout cas, au début, je faisais aucun jour de pause. Et au bout de 6 jours, mon record, c'est 6 jours sans douche. Donc, mon record, c'est 5 nuits de bivouac sauvage. Donc, ouais, voilà, du lundi au samedi, je me suis pas lavée. Et donc, après, je suis allée chez quelqu'un. Ah, ça, c'était hardcore. Mais depuis, en fait, comme je faisais pas de pause, j'étais éclatée. Et en 2020, j'ai marché d'une traite de Dunkerque à Honfleur. Honfleur, c'est en dessous du Havre. Et je suis arrivée au Havre. Et ça faisait 1 mois que je marchais non-stop, sans pause. Et j'étais tellement éclatée que je m'endormais en marchant. Mais vraiment, je fermais les yeux et je m'endormais en marchant. Et là, je me suis dit, stop. Je suis allée au camping à Honfleur. J'ai passé, je crois, 4 nuits, donc 3 jours. Et j'ai fait que dormir. Je vous jure, j'ai fait que dormir et manger. Et après, j'ai décidé de faire 5 jours de pause, 5 jours de marche, 2 jours de pause. 5 jours de marche, 2 jours de pause. Donc le premier été, j'ai fait ça. Et le deuxième été, en 2021, je suis repartie sur mon rythme 5 jours de marche, 2 jours de pause. Donc ça faisait quand même, à chaque fois, ça faisait quand même 5 jours sans douche et 4 nuits de bivouac sauvage, qui est quand même beaucoup. Donc c'est là où j'avais de la crasse. Et en fait, le deuxième été, j'étais fatiguée dès le début et ce rythme ne me convenait plus. Du coup, je suis passée à 3 jours de marche, 1 jour de pause, 3 jours de marche, 1 jour de pause, qui est maintenant mon rythme optimal. C'est-à-dire que je sais quand je fais 3 jours de marche, 1 jour de pause, que je ne vais pas être fatiguée. Donc là, j'essaye de faire ça dans les Pyrénées, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas des campings partout, donc je suis obligée de faire. Et surtout, je fais des plus petites étapes que sur le reste du Tour de France à pied parce que c'est tellement dénivelé, tellement dur, que je peux faire 20 km par jour, mais ça va me dégommer. Donc je fais plutôt 15 km par jour. Du coup, je mets plus de temps à rejoindre des campings. Donc là, ça fait 3 fois que je fais 4 jours de marche au lieu de 3 jours de marche. Mais voilà, après j'essaie de rééquilibrer en faisant 2 jours de marche la fois d'après, en faisant plus de pauses. Mais en même temps, j'ai l'impression de pas avancer. Enfin, j'en parlerai aussi dans un autre épisode du podcast sur la lenteur, sur comment je survis à la lenteur et à la solitude. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis quand je suis au camping, les cheveux aussi, je me lave les cheveux. Du coup quand je suis au camping, donc ça fait tous les 4-5 jours, ouais, je me lave les cheveux. Après moi, dans la vie quotidienne, quand je suis dans mon appartement, je me lave pas beaucoup les cheveux. Il y a des gens qui se lavent les cheveux tous les jours. Moi, je me lave les cheveux, j'aime bien le faire 1 fois par semaine ou tous les 5-6 jours. Donc là, je les lave un peu plus parce que je les lave dès que je suis au camping, quoi. Je calcule pas trop. Et puis j'ai ma casquette sur la tête toute la journée. Puis ils se salissent quand même assez vite. Et pour les vêtements, je les lave au lave-linge dès que je suis au camping. Donc là encore, la plupart des randonneuses lavent leur linge vraiment à l'arrache dans des lacs, dans des cours d'eau ou au camping à la main. Et moi, vraiment, c'est tout luxe. Vu que je fais des pauses d'1 jour au camping, ce que la plupart des gens ne font pas, en fait, moi, j'arrive, je pose ma tente, je dors, et puis le lendemain, je m'occupe de mon linge, je paye 4 € pour faire une machine, tous les campings me donnent de la lessive, et après, j'étends mon linge sur leur fil à linge, et en 3 heures, c'est étorché. Et puis surtout, laver le linge à la main, ça ne nettoie pas. C'est-à-dire que bien sûr, de temps en temps, je le fais s'il y a un camping qui a pas de lave-linge, par exemple, mais l'odeur, elle reste. C'est-à-dire que moi, je pue tellement la sueur que quand je fais les cycles courts au lave-linge, ça sort et ça pue encore la sueur, mon t-shirt. Bien, la main, c'est pire. Donc, ça n'enlève pas toute la crasse non plus. Donc, le mieux, il y a des campings qui ont des lave-linges vraiment grave efficaces, par contre. Ça, c'est trop bien. Ça dure genre 1 heure et c'est nickel.
Bon, du coup, mon linge, il s'abîme plus vite parce que je le lave tous les 3-4 jours. Et du coup, mon legging, par exemple, il est de moins en moins élastique. Voilà. Et puis, sinon, quand je marche, je mets les mêmes vêtements tous les jours. Enfin, ça, vous l'avez compris. Donc, je mets les mêmes culottes pendant 3-4 jours. J'essaye pas plus de 3 jours, les chaussettes pas plus de 3 jours. Et puis, j'ai 2 paires de chaussettes pour la journée. Donc, je les porte que 3 jours. Et j'ai, entre guillemets, que 3 jours. Et j'ai un pyjama, donc j'ai une paire de chaussettes pour la nuit. Et donc je mets les mêmes tenues tous les jours, je mets le même t-shirt tous les jours, le même legging tous les jours. Et je mets le même pyjama, donc le même legging et le même t-shirt de nuit tous les jours, toutes les nuits, pardon. Et vu que je les lave tous les 3-4 jours, ça va en fait. Mais après, il y a des mecs qui suent énormément et qui se voient pas mettre le même t-shirt tous les jours. Du coup, ils s'arrangent pour avoir plusieurs t-shirts ou pour les laver entre chaque jour. Moi, j'avoue, mettre mon t-shirt pendant 3-4 jours, je m'en fous en fait. De toute façon, au bout d'un moment, je pue. J'essaie de l'étendre le soir sur un arbre pour que ça sèche un peu. Et puis voilà, je sais que je pue en fait. Et c'est comme ça. Donc, je ne me sens pas moi propre odeur, c'est aussi un avantage. Voilà. Donc après, sur tout ça, le confort, tout ce dont on vient de parler dans l'épisode, ça c'est ma version des choses. Je pense que même si je suis une bourgeoise qui est grandie dans un confort absolu avec des douches, des baignoires, machin, je me lavais tous les jours je changeais de culottes, de chaussettes, enfin ce que je continue à faire au quotidien quand je suis pas en aventure. Voilà, je suis quelqu'un, je me lave plus tous les jours, j'avoue. Je me lave quand je suis chez moi, j'essaie de me laver tous les 2-3 jours selon si je fais du sport ou pas. Parce que de toute façon, c'est pas bon pour la peau de se laver tous les jours. Comme je vous le dis, je me lave pas beaucoup les cheveux. Moi, je suis pas une meuf, par exemple, je suis pas du tout à mettre des crèmes, à me maquiller, à mettre des masques, à faire des après-shampoings, à mettre du démêlant. J'ai pas de couleur. Enfin, en fait, le truc, c'est que en rando, je suis quand même avantagée. Maintenant, j'ai les cheveux longs, c'est un enfer. Mais quand j'ai commencé le Survivor Tour, en fait, j'avais les cheveux courts. Donc, je n'avais même pas besoin de me laver les cheveux. Enfin, je pense que même si voilà j'ai grandi dans ce cadre bourgeois, je suis pas très attachée en fait à l'apparence. Et moi les vêtements c'est pas du tout un truc important pour moi. Je m'habille à peu près toujours de la même façon. Bien sûr, quand ça fait 3 mois que je marche et que je mets la même tenue et que je me dis que dans le reste de la France, les gens mettent des jupes, des shorts, plein de tenues d'été et que je reviens chez moi et que j'ai vu que j'ai pas porté une robe de tout l'été, ça me saoule parce que j'ai porté un vieux legging. Donc bien sûr, des fois ça me saoule d'être habillée tous les jours pareil et de puer, de ressembler à rien. Mais dans le fond, je me trouve hyper stylée et hyper belle. Et j'ai pris un legging qui me plaisait. Et voilà, j'ai pas acheté les vêtements de Decathlon là, Fort Class, que tout le monde a là, les pantalons informes de randonnée, qui sont certes imperméables peut-être ou très pratiques, mais que je trouve dégueulasses. Du coup, moi, j'ai pris une tenue de rando qui me plaît. Et ce qui fait que quand je randonne, je me trouve sexy. Ce qui est bizarre, parce que j'ai des chaussures de rando qui sont pas hyper belles, j'ai un sac de rando qui est immonde. Mais ma tenue en soi, je la trouve sexy, quoi. Et je me trouve belle et je me trouve classe et je suis toute en noir. Et moi, le noir, c'est ma couleur, quoi. Et donc, voilà, je pense que maintenant, c'est plus tellement dur, tout cet aspect hygiène et confort. Par contre, je voulais finir l'épisode sur un aspect sur lequel j'ai un énorme blocage, c'est les douches au camping. C'est la première année que ça me fait ça, mais ça vient des années précédentes. J'ai la phobie des douches du camping, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ça me dégoûte. Et je préfère limite ne pas me laver ou me laver dans une rivière gelée que aller aux douches chaudes du camping. Et du coup, quand j'arrive au camping, on pourrait penser que je me jette sur la douche en mode trop bien, j'ai pris une douche, c'est génial. Mais non, c'est un enfer. Et les gens me disent ah trop bien, t'es au camping, tu vas prendre ta douche, tu vas passer un grave bon moment. Et je suis en mode mais pardon, le moment de la douche au camping, c'est le pire moment du camping, quoi. Alors avant, mon problème c'était plutôt la température de l'eau dans les douches du camping, parce que moi au quotidien j'ai l'habitude de me laver avec une eau genre à 40 degrés. Vraiment, j'adore l'eau brûlante.
Et donc, si par exemple il fait froid et que tu arrives au camping, t'as eu froid toute la journée et là tu prends une douche et l'eau elle est à 30 degrés. Enfin, il y a des campings, vous savez, si vous avez une expérience en camping, il y a des campings où l'eau n'est clairement pas chaude. Alors s'il fait 35 dehors, tu t'en fous, mais si t'as eu froid, c'est un enfer. Et surtout les campings, les douches elles sont pas, les cabines de douche elles sont pas chauffées, donc t'es au cas de vent, enfin c'est ouvert, donc c'est un peu chiant. Donc ça avant c'était plutôt ça qui me posait problème. Mais maintenant, vraiment, le problème, c'est la saleté. C'est-à-dire que quand j'arrive dans les douches du camping, 80% du temps, il y a des gens qui ont pris une douche avant moi et donc qui ont laissé leurs cheveux, leurs poils et toutes sortes de choses non identifiées. Et le pire, mais là, vous allez vomir en entendant ça, enfin, en tout cas, moi, quand je parle de ça, j'ai envie de vomir, c'est les pansements. C'est-à-dire que les gens laissent leurs pansements usagés et mouillés dans les douches. Alors c'est rare, hein, je dis pas que c'est à chaque fois ça, mais notamment les campings ça va parce que les campings en général il y a quand même un certain, les gens sont quand même assez propres et puis les gens qui nettoient les douches du camping ils passent souvent et tout. En général les douches du camping c'est pas non plus immonde, il y a toujours des cheveux, des poils et tout, mais le pire c'est les refuges. Les refuges en montagne là, c'est un peu moins propre, et surtout si t'arrives et que tu prends la douche après que 40 personnes aient pris sa douche, là c'est terminé, c'est-à-dire que personne n'a lavé la douche entre temps. Il n'y a pas de raclette pour racler la douche n'est pas fabriquée de telle façon à ce que ce soit facile de nettoyer, et t'as un vieux rideau de douche moisi. Voilà. Et en fait j'ai une expérience en tête, où je suis arrivée dans la douche du refuge, là j'ai envie de vomir rien que de raconter cette histoire. Donc voilà, il y avait 40 personnes qui avaient pris leur douche avant moi, il y avait presque plus d'eau chaude, mais je crois que j'en ai eu encore un peu. Et en fait, il y avait 5 pansements dans la douche, abandonnés. Et je te parle pas des petits pansements microscopiques, quoique ça me dégoûte aussi. Mais je te parle des gros pansements à ampoule, là, des Compides, qui ont bien servi pendant 5 jours, qui sont dégueulasses, et qui sont mouillés, et qui sont abandonnés derrière le rideau de douche, moisi. Oui, je te parle de ça. Et moi, ça me dégoûte. Mais je les ai pris dans ma main, il y en avait 5, je te jure, il y avait 5 pansements. Je les ai pris dans ma main et je les ai mis dans la poubelle qui était environ à 1 mètre. Donc la personne avait juste à tendre la main et à la mettre dans la poubelle, mais bien sûr elle ne l'a pas faite, c'est moi qui l'ai faite. Et donc ça me dégoûte. Ça me dégoûte, et au point que maintenant je vais dans les douches du camping, et même quand c'est pas trop sale en fait, je fais des crises d'angoisse, et donc je prends ma douche le plus vite possible, et j'essaie de pas regarder les parois, de vraiment de pas toucher ce qu'il y a autour de moi, ou de laver autant que possible avant d'arriver dans la douche avec la raclette. Et à la fin, c'est mes propres poils et mes propres cheveux qui sont dans la douche, et ça me dégoûte quand même. Et surtout, dès que je commence à m'essuyer, tu sais, j'ai une serviette microfibre Décathlon là, et c'est un enfer, tu vois ça. Mais je mets 20 minutes à me sécher, c'est trop chiant. Et parce que moi j'ai un grand corps, quoi, sans parler des cheveux quand ils sont mouillés. Et là, je me mets à avoir des démangeaisons sur les jambes. Je sais pas si c'est à cause de la crasse ou de la crise d'angoisse, mais ça fait depuis 1 mois qu'à chaque fois que je vais au camping et je prends ma douche, je sors de la douche et au moment où je me sèche, j'ai des démangeaisons sur les jambes. Et la seule façon d'arrêter la démangeaison, c'est de sortir de la douche, de mettre mon pyjama, de sortir de la douche et d'aller le plus loin possible de la douche. Et je pense que c'est vraiment des crises d'angoisse, quoi. C'est que vraiment, ça me dégoûte. Et là, cette nuit, j'étais dans un camping super propre. Mais tu vois, ça m'a quand même fait le coup de la démangeaison, alors que je me suis frottée plein de fois, que j'avais plus de crasse. Enfin, tu sais, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Donc, il y a des gens qui vont te dire, leur blocage au camping, c'est les toilettes du camping, c'est faire caca au camping. Enfin, moi, c'est un peu tout, hein. Mais les douches du camping, ou des refuges, là. Parce que le pire, c'est qu'au début du GR10, je payais des refuges pour bivouaquer devant le refuge. Et l'avantage de payer le refuge pour bivouaquer à côté, c'est que j'avais accès aux douches du refuge. Et donc, je pouvais aller... Après, il y a de tout. Il y a des refuges super neufs, mais là, je te parle d'un vieux refuge avec des douches pourries. Et du coup, je payais genre 10 balles, tout ça, pour prendre une douche dégueulasse, tu vois. Alors que moi, je te dis, je m'en fous de pas me doucher tous les jours. Je m'en fous. Là, ce soir, je bivouaque à un endroit, il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de lac, j'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Je pue pas de fou, je me suis lavée hier, ça va, tu vois. Et du coup, maintenant, j'ai arrêté de payer 10 balles pour bivouaquer au milieu d'autres gens
où je vais avoir aucune intimité, où je pourrais pas faire pipi, caca, ou me changer dans ma tente ou à côté de ma tente parce que y a des gens autour, et je vais devoir aller au refuge à chaque fois que je veux faire pipi, caca et que je veux prendre une douche. Tout ça pour prendre une douche où je fais une crise d'angoisse. Enfin, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Donc maintenant, j'ai arrêté. Et du coup, les refuges, j'essaie de pas y aller, de pas bivouaquer à côté. Mais bon, des fois, c'est très pratique, quoi, parce que c'est des endroits où il y a de l'eau, où il y a de la nourriture, où il y a les gens. À côté des lacs, souvent, il y a des refuges et c'est toujours intéressant de se baigner dans le lac quand même. Après, il y a aussi plein de lacs, il y a plein de refuges où il n'y a pas de douche aussi, en haute montagne. Enfin bref. Tout ça pour dire que cet épisode, que je pensais vraiment court, a duré genre 1 heure, je pense. Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Est-ce que vous avez des techniques pour faire caca, pipi, vous laver vos vêtements, laver vos cheveux, avoir vos règles, gérer vos règles en rando ou en voyage ou dans la nature? Ça m'intéresse de fou. Et puis vous pouvez m'écrire mon pseudo sur les réseaux, c'est MarieAlbertFR. Et puis sinon, je vous invite à partager cet épisode avec les gens qui pourraient être intéressés si vous pensez qu'il était utile. Et puis au niveau du Survivor Tour, je continue à marcher, tout va bien, je survis. Et puis je ferai d'autres épisodes puisque c'est très cool et que j'ai mon équipement pour enregistrer des épisodes qui a l'air de bien marcher. Le dernier épisode qui s'appelait Je survis aux hommes randonneurs a super bien marché. Donc je suis super contente. Voilà, bon là je vois bientôt le coucher du soleil et puis je vois le lac en dessous de ma tente, enfin de mon endroit où je vais bivouaquer, et je vois plein de parapentes, de gens qui font du parapente. Tout ça avec en fond les montagnes des Pyrénées. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'être ici. Je vais dîner, je vais pique-niquer parce qu'il fait assez chaud. Je vais dîner et puis je vais monter ma tente, me mettre en pyjama et dormir, hein, parce que je dors genre à 21h. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Partagez Sologamy et puis à la semaine prochaine, puisque maintenant il y a des épisodes toutes les semaines. Bisous bisous.